Bien, bonsoir à tous. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codex. Alors, aujourd'hui, nous allons. Je pense que les questions que nous avons sont plutôt intéressantes. Et il y a de quoi discuter. Alors, je vais commencer avec la première. Quel jeu rôle l'échec dans le parcours vers le succès? Quel joue Quel rôle joue l'échec dans le parcours pour le succès? Je crois que c'est Winston Churchill qui définissait le succès comme étant le fait d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il me semble que c'est bien ça. Le fait d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Juste pour dire que le succès est accompli seulement à travers des efforts répétés, des essais, des itérations qui vont éventuellement, au cours du processus, se solder par des échecs. Ce ne sont pas des échecs définitifs, mais ce sont des épisodes qui vont marquer, d'une certaine façon, le processus d'accomplissement du succès en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est généralement pas la notion de le succès de façon pratique n'est pas une notion qui devrait être interprétée ou perçue de façon linéaire. C'est-à-dire, je me suis levé le matin, hop, je me suis téléporté à la destination. Mais c'est tout un processus qui va être parsemé d'épreuves, de situations qui tantôt vont aller à la faveur en fait, de la personne concernée, tantôt pas. Et éventuellement, l'idée, c'est que il y a le concept qui veut que tant que je suis pas arrivé, la partie n'est pas encore finie. It's not over until I win. Ce qui veut, il y a une autre façon de le dire, c'est on dit tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois, etc. Juste pour dire que, ok, l'échec n'est pas, ou du moins les pseudo-échecs le long du chemin ne sont pas définitifs. Et ils font partie du processus. Et la seule façon, en fait, de réussir, et d'être un homme de succès, c'est justement de ne pas se laisser, ne pas se laisser arrêter, en fait, par ces échecs-là. Mais pour ne pas se laisser arrêter par cela, il faut faire preuve d'enthousiasme pour le processus surtout. Il faut faire preuve d'enthousiasme pour le processus, faire preuve de, pas juste de courage, mais faut faire preuve d'optimisme. Et cet optimisme va vous faire, va nourrir, au fait, l'enthousiasme. Je préfère dire que l'enthousiasme en lui-même va nourrir l'optimisme en vous. Parce que l'enthousiasme, en fait, c'est un état de joie intérieure, en fait, qui va fonctionner comme du pétrole, qui va faire brûler la flamme de l'optimisme. Et cette flamme d'optimisme va vous pousser à essayer encore une fois. À chaque fois, tant que l'on n'abandonne pas, éventuellement l'on réussira. Et donc c'est l'idée derrière le truc. Le rôle de l'échec au finish, c'est de nous apprendre à persévérer, disons-le comme cela, à persévérer, de donner au fait de la valeur au succès qu'on a. Parce que généralement, les choses que nous obtenons facilement ne n'ont pas une réelle valeur, un réel poids en fait dans notre conscience et il n'y a pas de réelle attache émotionnelle. Mais lorsque nous sommes impactés émotionnellement le long d'un processus, c'est généralement lorsque nous y laissons de nous-mêmes le long du chemin, nous apprenons à apprécier réellement la valeur, la qualité au fait du résultat. C'est-à-dire que le résultat nous devient cher parce qu'il nous a coûté en griffe cher, en fait, disons-le comme cela. Donc, les échecs le long du chemin ne sont réellement donc pas des échecs, sont juste des, comment dirais-je, ça fait juste partie du process. Ce sont juste des, voilà.
Parce que il faut garder à l'esprit que pendant le processus, d'accord, tout le processus, il y a des étapes où il y a des échecs dont il faudra se relever. De la même façon, il y a aussi des succès, des petits succès qui nous permettent d'entretenir, au fait, qui entretiennent l'espoir en nous. Et donc, ces petits succès et ces échecs-là, en soi, je ne veux pas dire qu'ils sont décoratifs pour le succès en lui-même, mais c'est un peu comme ça, cela permet d'entretenir la dynamique même parce que le succès, en fait, ça permet de donner une nature dynamique au succès, disons-le comme ça. C'est-à-dire que c'est tout, finalement, la ligne d'arrivée, le succès n'est plus juste la ligne d'arrivée, mais c'est tout le process et le cadeau qui vient avec, parce que on se rendra bien compte que il y a un monsieur qui dit très souvent, de qui j'ai appris ce concept très simple, il dit, success leaves close. C'est-à-dire, c'est un peu une façon de dire qu'il y a une recette pour le succès. Il y a le succès a une habitude, une façon plus simple de le dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez du succès une fois, il est plus évident pour vous d'avoir du succès une deuxième fois, et encore, et encore, et encore, et encore. Pourquoi? Vous, L'accomplissement d'un premier succès aura nécessité un processus qui vous aura fait changer psychologiquement, physiquement dans certains cas, mais surtout psychologiquement en fait. Et tout ce qui va constituer des forces de frottement, tout ce qui va constituer des challenges, tout ce qui va constituer, comment dit-on, euh, des éléments le long du chemin, des obstacles, va, va contribuer à vous rendre résilient. Pas juste résilient, mais obstiné, relentless, obstiné, acharné. Et cet acharnement et cette persévérance, donc, c'est ce qui va générer le premier succès. Ce qui va faire que, éventuellement, lorsque vous allez vous lancer un autre défi, cet état d'esprit, il ne va juste pas vous quitter, parce que maintenant, il fait partie de vous. Ça devient plus aisé. Le défi n'est pas aisé en soi, mais votre approche du défi deviendra naturellement plus aisée pour vous. Du point de vue de l'adaptation et de, OK, dans quel cadre mental je dois évoluer, au fait, pour atteindre mon objectif. Et en ce moment, lorsque vous tombez, c'est déjà ancré en vous. La seule chose que j'ai à faire, c'est me lever. Lorsque vous tombez, la seule chose que j'ai à faire, c'est me lever. La seule chose que j'ai à faire, c'est me lever. Je me lève. Et donc, ça devient un peu un réflexe, au fait. Et d'un certain niveau, d'une certaine façon, on accepte, OK, que on pourrait éventuellement échouer, mais ce n'est juste pas fatal. C'est juste pas fatal. C'est clair en ce moment que c'est pas définitif. Donc, l'individu incorpore dans son état d'esprit que il faudrait pas s'attacher au processus. Faudrait éviter la tâche émotionnelle. La tâche émotionnelle va se définir à différents niveaux. La peur d'échouer, et donc, va impacter la prise de risque, ce qui va faire que l'individu aura peur de prendre des risques et donc peur de prendre des décisions risquées. Décisions qui pourraient faire la différence justement entre le succès et l'échec. C'est-à-dire que euh, ce qui va vraiment définir le succès chez l'individu, c'est lorsque l'individu va briser le statu quo et va prendre des décisions qui sont limites. Et ces décisions limites, au fait, vont définir, vont faire la différence entre, OK, maintenant nous avons créé une dynamique de succès, ou non, c'est toujours le statu quo, au fait, qui, d'une certaine façon, est un état d'échec, puisque la situation n'aurait pas évolué, au fait. Donc, euh, j'avais un truc en tête que je voulais évoquer, mais sur le coup, ça m'est sorti. C'était toujours en rapport avec. Anyway, ça reviendra à un moment donné.
Donc, de façon à ramasser, c'est un peu cela. L'échec fait juste partie du process. Fait juste partie du process et il faut le reconnaître pour ce qu'il est et faire avec et aller de l'avant. L'accepter pour ce qu'il est. Pas d'attache émotionnelle. Comprendre que ça fait partie du process. Et en réalité, la notion d'échec n'est qu'une définition que l'on donne à une situation. C'est-à-dire que c'est un sens que nous décidons de donner, nous décidons d'accorder à une situation qui n'a pas abouti comme l'on le voudrait. Mais c'est juste une situation qui n'a pas abouti comme l'on le voudrait, rien de plus. Et donc, l'idée serait d'apprendre, ok, c'est vrai que dans certains cas, ce genre de situation peut coûter certaines choses, de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. On peut y voir tout ce qu'on y a mis en termes de on le voulait, etc. On y croyait, en fait. Et il y a un certain degré de déception qui vient avec. Et c'est ces états émotionnels, au fait, qu'il faut se refuser d'avoir ou vite briser lorsque ces états émotionnels se présentent. La façon de briser ces états émotionnels, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est simple. Il faut recadrer, au fait, la situation. Ok, les choses ne sont pas passées comme convenu, cependant. Qu'est-ce qu'on va faire? Le choix, c'est de rester là, à pleurnicher, faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions, poser de nouvelles actions pour créer le changement. Et c'est la seule chose qui peut changer la donne, effectivement. Donc, c'est la seule chose vers laquelle il faudra aller. Et c'est là d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc, c'est cela. Question suivante. Comment s'adapter à un environnement en constante évolution? Je crois que cette question avait été posée une fois, mais peut-être sous une, peut-être d'une autre façon. Peut-être d'une autre façon. Et donc, j'y ai déjà répondu. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. J'ai évoqué ce point, j'ai évoqué le fait que celui qui survit, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent, enfin, dans la définition intellectuelle d'intelligence. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus ambitieux, mais c'est celui qui a la plus grande capacité d'adaptation. Et du coup, avoir la plus grande capacité d'adaptation va être défini comme étant la plus grande forme d'intelligence. C'est ne pas être figé, ne pas être figé dans le temps, surtout dans les processus mentaux, dans nos approches des différentes situations. Et comprendre que, ok, tout est dynamique. Et quand on parle de dynamique, il y a du changement. Et à partir du moment où on accepte que certaines choses sont appelées juste à changer, on grandit. On n'a pas la taille qu'on avait quand l'on avait 10 ans. On n'a pas la voix qu'on avait quand l'on avait 10 ans. Nous n'avons pas la... J'espère pour la plupart des gens qui n'ont pas la même façon de voir les choses que l'année passée. J'espère. Parce que, j'espère que la façon de voir a changé. Parce que nous devons grandir et généralement, la biologie des humains évolue, mais leur psychologie reste figée dans le temps. Et ça porte préjudice à plus d'un, en fait. Pour dire que la majorité des gens vont évoluer, au fait, de cette façon. Et c'est à leur détriment. Donc, accepter le changement et, au fait, en réalité, s'adapter au changement, à la, à l'évolution constante, c'est s'adapter au changement. Et s'adapter au changement extérieur, c'est d'abord accepter de changer intérieurement, psychologiquement donc. Jouer sur nos paramètres internes, créer le changement en interne, et tout va comme sur des roulettes, tranquille.
Parce que généralement, la difficulté va être lorsque l'individu va s'observer changer, là, il va rentrer en clash avec son environnement et voilà, ça va dans tous les sens. Donc, le plus simple, c'est, OK, accepter que le changement fait partie de la dynamique et accepter de changer au finish. Accepter de changer. Il s'agit pas de, il faudra nuancer, en fait, la notion de changer et avec la notion, avec lorsqu'on va parler de principe. Il ne s'agit pas de compromettre ces principes, de changer de principe, etc., changer de valeur. Non. C'est pas parce que l'on change que l'on change nos valeurs, puisque les valeurs sont fondamentales. Quand ce sont réellement des valeurs vraies, il n'y a même pas de, il y a rien à changer au fait, parce que dans la majorité des cas, elles sont, disons, universelles. Elles ne sont pas partagées par tout le monde, mais il est universel au fait de concevoir les valeurs comme étant telles des valeurs ou des principes. Et ce qu'il faut changer, c'est notre façon de voir les choses, notre perception du monde. Peut-être certaines choses, on était plus naïfs. Ok, comprendre que, voilà, les choses ne sont pas toujours ce que l'on pense qu'elles sont. Et donc, du coup, ça nous met dans la position de prendre des décisions différentes. Peut-être que nous avons l'habitude d'accorder le bénéfice du doute à tout le monde, tout le temps. C'est pas une bonne stratégie. Ça rejoint la naïveté, le coin sur la naïveté, mais c'est juste une façon de le dire. Et donc, l'idée, c'est donc de s'observer et de s'adapter à son environnement, s'adapter aux différentes situations, s'adapter au monde qui change autour de nous. Parce que ce qui ne change pas meurt. Et bien des gens sont morts à 25 ans avant qu'on l'on ne les enterre à 80 ans. Ça vient de quelqu'un, je ne sais plus qui l'a dit. Ça doit être l'un des pères fondateurs des États-Unis, je ne sais plus trop. Le concept est le même, le concept est bien là, en fait. Comme quoi, psychologiquement, les gens, ils ont arrêté de grandir après 25 ans. Et ils traversent le temps juste comme des épouvantails au finish. Et c'est ce qu'il faut éviter. Accepter le changement, accepter de changer. Et tout va pour le mieux. Hmm. Comment développer votre intelligence émotionnelle? Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Pas que je ne comprends pas ce que ça veut dire, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je m'explique. Le concept de l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que l'on entend de plus en plus. Je sais pas parce que ça fait joli à entendre ou parce que ça fait contraste à l'intelligence, enfin. C'est d'abord parti au fait du quotient intellectuel. Ensuite, on appelle du quotient émotionnel. Et on admet au fait que enfin, on peut parler d'intelligence de quelqu'un qui est intellectuel. Quoique quelqu'un qui est intellectuel n'est pas forcément intelligent. Mais lorsque l'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est un peu pour l'opposer justement à celui intellectuel, au volet intellectuel, à l'exploitation intellectuelle au fait de l'intelligence, à la capacité analytique, etc. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, je parlerai plus d'être équilibré émotionnellement. D'être équilibré émotionnellement. C'est un terme plus approprié, plus simple. Parce qu'on parle d'intelligence. Je sais pas comment d'autres personnes l'entendent, mais pour moi, lorsque je parle d'équilibre émotionnel, je sais qu'il faut tempérer les choses. C'est plus imagé pour moi que parler d'intelligence. Et donc, avoir un équilibre émotionnel, c'est quoi? Être tempéré. Être tempéré, c'est équaliser. Pas oui, équilibré, mais équaliser. C'est-à-dire, ne pas, les émotions, le truc avec les émotions, c'est ni trop peu, ni trop. C'est la règle. C'est-à-dire, faut pas manquer de sensibilité
Et il faut pas être hyper émotif non plus. Dans les deux cas, c'est problématique. Aucune sensibilité, psychopathe, ça c'est l'extrême extrême. Sinon, on va dire, disons antisocial, des fois misanthrope, ce genre de truc. Et de l'autre bord, les hyper émotifs, c'est, voilà, tout ce qui est pathologie psychologique. Il y en a plus dans la société, en fait, ceux qui sont hyper émotifs et qui, voilà, aucun contrôle émotionnel, voilà. Vous voyez de quoi je parle. Donc, l'idée, c'est d'être tempéré. Et pour être tempéré, la réponse n'est pas dans les émotions. Parce que les, émo les émotions n'ont pas d'intelligence en soi. Les émotions ne raisonnent pas. Elles sont juste ce qu'elles sont. Elles sont fidèles à elles-mêmes. Elles n'ont pas de direction propre. C'est comme des chevaux sauvages, galopant jusqu'au bout de l'horizon, partout sur ce terrain vaste, sans limite. Les émotions, c'est comme l'eau, c'est comme la mer. Ça vient, ça va, suivant l'intensité du vent. Ça vient, ça va, suivant le flot. Le flot va. Des fois, tu as de grosses vagues, des fois de petites. Et elle est juste elle-même, toujours en perpétuel mouvement. Mais il n'y a rien de rationnel dans ça. Il n'y a rien de rangé. C'est juste un flot qui va. Pour cela que certaines personnes, quand elles se laissent emporter, justement, c'est souvent difficile pour elles d'accord, de ramener la balle à terre, de se calmer, etc. Ou lorsque une personne va avoir une certaine tendance à être triste, ce genre de truc, elle va facilement se laisser emporter par cela, même s'il y a des éléments autour d'elle qui pourraient la soutenir au fait vers des émotions plus lumineuses, au fait, disons-le comme cela. Ce qui veut dire quoi? Que la clé pour l'équilibre au niveau des émotions, une autre façon de le dire, la musique ne se régule pas elle-même. Il faut des touches, il faut un appareil, des touches sur un clavier pour réguler le volume, pour équaliser la voix du chanteur, la mélodie, de, peut-être de la guitare, celle du piano, pour avoir un rythme assez agréable. Pas trop de basse, etc. Il faut un équaliseur. Et l'équaliseur va jouer par la pensée, le monde de la raison. Mais pas dans le sens de raisonner les émotions, mais de diriger les émotions vers un état d'équilibre. Il ne s'agit pas de noyer le poisson, il ne s'agit pas d'empêcher la vague d'arriver. Elle arrivera de toutes les façons. Mais il s'agit de la temporiser, de lui permettre d'être cool. C'est-à-dire, l'émotion vient telle qu'elle doit venir, mais elle est canalisée, disons-le comme cela. Et donc, cela invite donc l'individu à faire un exercice d'introspection. Donc, le moment idéal, en fait, pour apprendre à développer, en fait, cet état d'équilibre émotionnel, ce n'est pas lorsqu'on est dans une situation, c'est lorsqu'il y a généralement aucune situation où la marée est haute. Parce que lorsque la marée est haute, on ne peut rien, la marée est juste haute. Tu peux rien rattraper à ce moment-là. C'est lorsque la marée est basse, c'est pas des émotions, que tu peux jouer à apprendre à canaliser au fait le courant. Et ce que l'on peut faire, c'est juste s'asseoir, fermer les yeux. Ça, c'est le plus soft, je veux dire. Les plus habiles vont pouvoir le faire à n'importe quel moment pendant la journée, pendant leur activité, s'observer. Parce que le but de l'exercice va être juste de s'observer. D'observer, au fait, les pensées. Et puis, lorsque nous avons certaines formes d'émotions, les pensées qui vont avec. Les pensées, ou du moins, lorsque nous avons certaines pensées, les émotions qui vont avec. Je pense que c'est plus approprié de le dire comme ça. Parce que
Les émotions, c'est comme mes yeux qui suivent la pensée qu'est mon doigt, en fait. Juste comme ça. Et donc, il y a souvent un champ de pensée qui va avec, en fait, certaines émotions, qui permet d'entretenir certaines émotions. Et l'amplification va juste se faire par habitude de l'émotion. La marée va monter suivant les individus, mais c'est plus par habitude et suivant la façon dont ils se sont laissés, ils ont appris à se laisser aller à leurs émotions plutôt qu'à leur raison. Et donc, l'idée, c'est de s'observer, de voir, OK, les pensées qui vont avec, par exemple, l'individu en colère, OK, il ne s'agit pas de, non, il faut plus être en colère, mais non, OK, tu es en colère, voilà la situation, c'est, OK, c'est légitime d'être en colère, mais cet état, est-ce qu'il faut le nourrir, l'entretenir, c'est pas productif, etc. Et donc, accepter que l'on est en colère, comprendre pourquoi l'on est en colère et intégrer en soi que cela doit, ce n'est pas supposé rester. Tu n'es pas supposé rester en colère tout le temps. Le fait de rester en colère ne justifie pas quelque chose. Ça ne valide rien du tout puisque tu es seul à être en colère. Et tu sais déjà que tu es en colère, tu sais déjà que tu n'aimes pas la situation. C'est pour ça que tu es en colère. Ok, donc est-ce que tu as encore besoin d'être toujours autant en colère? Ça semble pas très sensé. Ok. Maintenant, le fait est que la situation a peut-être éventuellement pas encore été changée ou les pensées qui nourrissent au fait cet état de colère sont toujours là. Donc, tu vois, en fait, dans les pensées, le but est d'observer les pensées et de voir celles qui sont futiles. Parce que souvent, ce qui va faire qu'un individu va rester dans un certain état émotionnel, ce n'est pas tellement la situation en soi, mais c'est des pensées qui n'ont en réalité pas de raison d'être, mais qui vont introduire cet état émotionnel. En image, ça va ressembler à quoi? Vous prenez par exemple deux personnes qui se disputent. Et elles, naturellement, il y a un conflit. Et l'un dit une chose, l'autre dit autre chose, l'un dit une chose, mais ça va. C'est-à-dire que chacun essaie de s'inhiber au fait par rapport à des réactions excessives. Et puis, vous avez une troisième personne qui est là et qui dit, ah, il t'a dit, ah, mais non, il ne peut pas te dire ça. Et dès qu'il dit cela, oh, la personne à qui on a dit cela s'emporte. Il dit, ce rôle qu'a joué le troisième larron, là, généralement, les individus qui se laissent aller le jouent tout seuls. C'est-à-dire que la pensée ne leur est pas prêtée par une troisième personne, mais généralement, ce genre de pensée est nourri par ces mêmes individus. Pas en termes de provocation de ah, là, osé me faire ci, etc., mais des pensées qui vont dramatiser encore plus la situation. En fait, la situation en soi un pseudo-drame. C'est juste une situation. On va créer un drame autour et entretenir ce drame. Donc, tous les éléments qui vont venir entretenir le drame, qui vont permettre de dramatiser la situation, vont faire amplifier les émotions en fait associées à la situation. Donc, l'idée, c'est de dédramatiser en rationalisant en fait. Parce que la plupart des idées qui entretiennent un drame sont des idées exagérées. C'est souvent des hyperboles en termes d'idées. C'est exagéré. En termes d'impact, on exagère si un petit truc, oh, il m'a fait mal. Ce genre, c'est exagéré. Et donc, le truc, c'est de s'observer, de, voilà, rationnellement, ramener la balle à terre avec soi-même, au fait, et définir okay, une nouvelle ligne de conduite pour avancer en rapport à la situation. Et du coup, cela nous amène à définir donc, ok, qu'est-ce que l'on veut à partir de cette situation. Et lorsqu'on commence par définir ce que l'on veut, ça nous donne l'opportunité de créer un nouveau champ émotionnel. Et un nouveau champ émotionnel qui va donc créer la balance, l'équilibre. Parce que l'individu était en colère, parce qu'il y avait telle situation pour laquelle il n'a absolument aucun contrôle et qui est en train de partir en couille, disons-le comme cela. Et il est arrivé à, ok, dédramatiser une certaine mesure, bon, ça ne fait pas disparaître la situation pour autant.
Donc, la question suivante, c'est qu'est-ce que je veux donc? Je veux si. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation s'arrange? Je peux faire ci, faire ça. Et du coup, vous avez remarqué, ma tête a tourné. Je ne suis plus en train de regarder sur ma gauche, mais plutôt sur ma droite. Parce qu'en ce moment, mon esprit est de plus en plus concentré sur ce qui est possible pour faire évoluer la situation, pour être le changement, créer l'évolution que je veux pour moi-même. Ne pas rester bloqué. Je crois que ça rappelle une question précédente là. La question juste précédente, on parle de- d'évolution. C'est-à-dire être un moteur de changement, être proactif et ne pas se laisser bloquer au fait par une situation qui, en théorie, est déjà passée ou peut-être elle est actuelle, mais elle n'est pas supposée être permanente. On ne pas se laisser aller ok, au semblant de permanence de la situation, mais comprendre que, ok, l'on peut, dans une certaine mesure, créer du changement dans cette situation. On peut être le moteur du changement. Dans certaines situations, c'est les autres qui vont créer le changement, les situations vont changer, l'individu va se sentir haut. Mais ici, on peut décider, ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer la situation? Et du coup, ça va permettre de vous déplacer émotionnellement aussi. Et donc, de créer une contrebalance à l'émotion de départ. Et du coup, la colère va se tempérer. Puisqu'il y a un jeu d'équilibre qui va se jouer ici. Et il y a des notes plus constructives, positives, d'action, des actions qui vont être posées, etc., qui vont vous permettre de... Euh, ne vous y trompez pas, la colère est une très bonne émotion lorsqu'on sait l'utiliser. Lorsqu'on sait l'utiliser, on peut en faire de très grandes choses. Ça peut être le mot, c'est de l'énergie, c'est du carburant qui brûle. Et soit ça peut brûler dans le vide, ou soit ça peut faire avancer une Bugatti. La question est de savoir ce qu'on veut faire de cette énergie-là. Donc, pour revenir au truc, la balance émotionnelle. Ramener la balle à terre, équaliser. Et pour cela, il faut utiliser en fait le champ de pensée comme moyen de guidance de nos émotions. Et pour ce faire, c'est donc déplacer notre attention du champ de pensée qui entretient les émotions qui sont dans les extrêmes, on se rappelle, pour aller vers, en fait, ok, qu'est-ce que l'on veut réellement? Et cela va permettre, d'une certaine mesure, de ramener l'équilibre de l'autre côté, sans que l'on ait à y mettre trop d'efforts, puisque l'attention n'y est plus vraiment. L'attention, donc l'énergie et donc l'effort est vers ce que l'on veut actuellement. Donc, pour moi, c'est cela. Encore une fois, je ne parlerai pas d'intelligence émotionnelle, je parlerai d'équilibre émotionnel, de balance, etc. Quelles sont les habitudes à mettre en place pour favoriser le succès? Les habitudes vont... Il y a certaines habitudes, la majorité, comment le dire? Ça va dépendre d'un individu, ça va varier d'un individu à un autre. C'est-à-dire, les habitudes de Elon Musk ne sont pas celles de Donald Trump, ne sont pas celles de Naval Ravikant, ne sont pas celles de Schwarzman, ne sont pas celles de qui? Voilà, de Aliko Dangote. Chacun d'entre eux va développer un certain nombre d'habitudes qui va correspondre à sa personnalité, qui va correspondre à sa vision et qui va correspondre à son secteur d'activité, à son objectif, etc., etc. Cependant, ce qui ne va pas changer, c'est que quelles que soient les habitudes que ces individus vont adopter, le fil conducteur va être leur état d'esprit. Et il y a certaines choses qui ne vont pas changer. Être super focus. On dit souvent être le plus concentré le plus longtemps possible. C'est celui qui gagne ça. C'est celui qui reste concentré le plus longtemps possible sur l'objectif.
Et ça rejoint l'autre point qu'on avait évoqué dans une question précédente, qui est comme quoi persévérer, ne juste pas abandonner. Aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, c'est rester concentré sur l'objectif au finish. Le plus longtemps possible. Aussi longtemps qu'il faudra. C'est juste aussi simple que cela au finish. Et donc, du coup, les fondements psychologiques vont être les mêmes. Un certain degré de concentration, un certain sérieux qui ira avec, une certaine, je vais pas parler de discipline, mais c'est plus développer certaines routines, une certaine façon d'être. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une recette pour le succès, disons-le comme cela. Il y a certaines habitudes qui engendrent le succès ou qui sont mères du succès. Et c'est plus dans l'état d'esprit. C'est plus dans l'état d'esprit qui va pousser l'individu. Ce genre d'individu ce sont souvent des go-getters. Ils attendent pas, tu n'attends pas que les choses te soient faites. Ils sont proactifs. Il faut être proactif pour aller vers le succès. Et la chose qui va aider ou du moins, l'habitude qui va retrouver chez la majorité des modèles de succès, c'est quoi? Ils ont tous des rituels. C'est-à-dire, quand on dit rituel, c'est un certain nombre d'activités qu'ils font à certains moments de la journée. Ce qui fait que ils ont un contrôle d'un certain nombre de pans de leur journée. C'est-à-dire, certaines personnes, ils ont certaines habitudes du réveil jusqu'à avant d'aller au boulot ou le soir avant de rentrer et ou les deux. Et pour d'autres, pendant la journée aussi, ils ont des trucs. Et ça leur permet au fait c'est une façon de c'est se programmer, c'est s'auto-programmer. Et ça permet de rester dans un état d'esprit donné pour prendre en main la journée et aborder la journée dans ce même état d'esprit. Pourquoi? Parce que éventuellement, j'ai été dans cet état d'esprit et ça m'a permis de signer tel deal, d'avoir tel deal, de gagner tel deal, etc. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais répéter exactement cela parce que ça marche pour moi. Me réveiller à telle heure, faire telle chose, telle activité, puis telle activité. Dans cet ordre-là, j'y trouve un équilibre, j'y trouve un ordre pour moi qui me met dans un état d'esprit donné pour aborder ma journée, etc. Et donc, euh, parler d'habitude, pour répondre toujours à la question, pour parler d'habitude, cela va dépendre de l'individu. Les habitudes de Jeff Bezos ne sont certainement pas celles de Elon Musk et encore moins celles de Warren Buffett. Et Buffett, je crois, une fois, il disait, genre, un jour, il s'est levé le matin, il a fait quoi? Rien. À un moment donné, il a pris le journal et dans le journal, il a lu que certaines actions de certaines compagnies ont chuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est juste retourné se coucher. C'est pas la vie de l'homme, ça, par exemple. Et c'est certainement pas la vie de Naval Ravikant, qui a un style, une approche du monde des affaires différente de Musk, par exemple. Et donc, c'est juste là. Cependant, certains traits de caractère, certaines habitudes vont rester les mêmes chez tous ces individus, même si chacun va l'adapter à sa personnalité. Certains ne sont juste pas du matin, par exemple, et d'autres, à 3 heures, 4 heures, ils sont déjà en train de faire quelque chose. N'empêche que eux tous vont être productifs et eux tous vont avoir le modèle de succès qu'ils vont appliquer, mais adapté à eux. Donc, c'est de ça qu'il s'agira. Je me rappelle il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, c'est une belle dizaine d'années, 10 à 13 ans de cela. Souvent, je suivais les trucs sur le net et tu entends des gens qui disent que, OK, ils sont debout à 4 heures, ils sont debout à 3 heures. Je me dis, wow, comment ils font? Ils sont debout à 4. C'est vrai qu'il m'est arrivé une période où à 4 heures, j'étais debout.
Et j'avais un certain nombre d'activités aussi que je faisais à partir de cette heure-là. Mais c'était bien avant cette période-là. Et donc, je vois, qu'est-ce qu'ils font? Waouh, je lève à 4 heures. C'est tellement pas moi. Mais j'étais, disons, admiratif et puis c'est inspirant en fait. Parce que ce sont des gens que tu observes et tu vois qui réussissent. Et tu te dis, waouh, ils font quelque chose, en fait, duquel il faut apprendre pour changer. Puis, je suivais un podcast et justement, il y avait un monsieur, en fait, qui en parlait, quoi. Et puis, le host, celui qui l'a invité, en fait, il dit, ok, ouais. Ah, tu te lèves à 4 heures, mais tu te couches à quelle heure, en fait? Et le gars lui dit, ouais, 21h, 20h, 21h. Je me suis dit, what? Tu faisais 7 heures. Toi, t'as 7 heures, 8 heures de sommeil, tu viens te foutre ma gueule ici. C'est juste en décalé, au fait. C'est juste ridicule. Donc, moi, dans mon état d'esprit, je regarde juste tu te réveilles à 4 heures. Quoi, je me coucherai à 23 heures minuit pour me lever à 4 heures. Et pour moi, je serai proactif. Mais ce qui va se passer, enfin, je suis en train d'optimiser le temps. Ce qui va se passer, parce que j'ai pas l'habitude, je vais être super épuisé pendant la journée. Ça va se répercuter sur mes performances pendant la journée, mon état mental, physique pendant la journée. Et ça va se répercuter sur ma qualité de sommeil la nuit suivante et cercle vicieux. Et donc, la bonne information, l'idée, le gars là, comment il s'appelle? Jeff Bezos qui parlait, et je crois que beaucoup de gens ont vu ce truc-là. Il était sur un plateau et on lui demandait des trucs. Et le matin, il est plutôt zen, il se réveille, je crois, je sais plus à quelle heure, quoi. Il n'est pas du matin. Mais quand il se lève, il aime prendre son temps. Il va prendre, je sais plus si c'est du café, etc. Il va lire le journal. euh, Puis quand il finit, éventuellement, il ira au boulot. Et il réserve, en fait, la matinée pour les grandes décisions de la journée. La matinée, juste la matinée, il fait les réunions les plus importantes. Et il dit à 16h, 17h, la journée est finie pour lui. Si vers 15h, 16h, tu viens avec un problème sérieux, il te dit à demain. Parce qu'actuellement, lui, il sait que pour lui, là, à l'heure là, il n'est pas productif. À l'heure là, il n'est juste pas productif. Donc, à demain, il n'y a pas feu. Et par contre, il y a d'autres personnes, c'est juste pas ça. C'est du tac au tac au tac. C'est à 5 heures, c'est lui qui est dans votre inbox, au fait. Il te dit, au fait, il faudra faire telle chose, telle chose, telle chose. Il est en train de prendre des décisions, comme ça, il t'informe au fur et à mesure. Parce que, il va pas juste garder ça dans ta tête, dans sa tête. La façon dont il te passe les infos à toi, quand il va finir avec toi, il va attaquer quelqu'un d'autre, donc il va pas juste s'encombrer l'esprit, donc il balance ça en même temps. Quand tu vas te réveiller, tu verras ces messages. Donc, il y a d'autres qui sont juste dans ce style. Et c'est ok. C'est ok, il y a certaines personnes qui aiment faire mille et une choses en même temps, il y a d'autres qui ne font qu'une seule chose à la fois. Et l'un et l'autre réussit. Donc, c'est écrit nulle part qu'il faut faire juste une seule chose pour réussir. C'est écrit nulle part qu'il faut faire plusieurs choses pour réussir. Chacun doit juste trouver son Dao, sa voie, savoir à lui, être en harmonie avec soi-même par rapport à ce que l'on fait. Et puis, je pense que c'est la meilleure approche. C'est la meilleure habitude à adopter. Comment trouver l'équilibre entre vos ambitions personnelles et professionnelles? C'est pas cette question. Équilibre entre ambition personnelle et professionnelle. Personnel. Je ne sais pas ce que l'on n'entend pas personnel dans ce cas. C'est-à-dire familial, c'est-à-dire quoi? Spirituel, c'est-à-dire quoi? En termes de relations interpersonnelles, séparé du professionnel, en termes de quoi? Ambition personnelle. Puisque quand tu me dis ambition professionnelle, ça te concerne toi en tant que personne, non? Je sais pas trop quoi mettre dans personnel. Je suppose, ou peut-être pour répondre, je vais considérer cela comme étant tout ce qui est personnel, je vais mettre dedans tout ce qui est famille, ouais, vie sociale, etc. Et ce monsieur que j'aime bien, hmm, que j'évoque souvent ici,
pour certaines choses qu'il a dit. Dan, euh, il dit, there is no such thing as work-life balance. None, none such thing. En fait, il n'y a aucune forme d'équilibre qui existe. Il n'y a pas moyen. C'est l'un ou l'autre. Soit tu as... Ok. Je vais donner l'image claire de ce à quoi ça ressemble. Les gens veulent 2 bouteilles bien pleines. Mais la vérité, c'est qu'ils pourront avoir qu'une bouteille bien pleine, l'autre vide, ou 2 bouteilles à moitié pleines. 2 bouteilles bien pleines, vous n'avez que 24 heures. À moins que vous... Ok, pour la majorité des gens, au fait, ce truc-là, il n'y a pas d'équilibre. Jack Welch aussi l'a dit, je m'en rappelle, Jack Welch. Il a évoqué aussi. C'est juste pas, en tout cas, si on parle d'ambition, d'un homme ambitieux écoutez, quand je dis un homme ambitieux, à chaque fois, l'image que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui veut conquérir le monde. Parce que tu veux conquérir le monde, tu restes pas dans ton palais à entretenir tes concubines et tes sujets. Non. Tu es très loin, hein, des miles et des miles, des milliers de kilomètres au milieu de, direction en marche. Tu es en train de marcher vers l'Est. Tu es en train de conquérir l'Est, le Levant. Tu es très loin de tes terres. Tu es au milieu d'une autre culture. Tu es en train de foutre le bordel là-bas, en train de tout brûler. On ne garde pas les hommes. Pas de, là. Tu es un conquérant. C'est pas dans la zone de confort. Et pendant que tu es là-bas, tu n'es pas à Rome. Donc, lorsque tu as un certain degré d'ambition professionnelle, à moins que tu sais faire le multiclonage, tu sais te cloner. Il y a juste pas moyen. Tu peux pas être à 2 endroits au même moment. Tu peux pas proposer à un moment, tu seras au boulot. Mais c'est la nif de ton enfant. Et tu ne peux juste être que là-bas. La vie est un choix. Tu pourras pas avoir les deux. Pour certaines personnes, ça va sembler, non, qu'est-ce que tu dis, des fois. Oui, mais quelqu'un qui a, euh, un salarié, quelqu'un qui est fonctionnaire, va avoir des horaires réguliers, ok, il fera ses anniversaires. Mais là, la question d'équilibre entre ambition professionnelle et personnelle ne se pose pas parce que il n'y a aucune forme d'ambition qui se dégage au fait de ce style de vie. Lorsqu'on évoque la notion d'ambition, ça suppose qu'on veut aller plus loin que la moyenne de la population. Et à partir de ce moment, les enjeux sont totalement autres. L'image que je vais donner, c'est quoi? Je discutais avec un ami une fois et je lui dis, supposons que tu as un business de 2000 employés. Les 2000 employés, ça fait 2000 familles qui dépendent de toi, dépendent de tes décisions au quotidien. Et ce n'est pas tout. Tu as une centaine de concurrents dans ton domaine et tu as peut-être 5 qui sont des concurrents réels. Maintenant, tes concurrents réels, ils ont aussi peut-être autant d'employés. Donc, chacun a sa charge directe qui est sa responsabilité, qui fait que tu ne dors pas déjà suffisamment. Tu dois taffer, au fait, pour que ces 2000 familles-là aient de quoi subvenir à leurs besoins. Mais tu dois encore doublement t'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que tes concurrents, aussi comme toi, ne dorment pas. Et tu sais que si tu perds ta position, l'un de tes concurrents prend ta place. Et il prend ta place, c'est de la marge en moins. Ça te touche, oui, mais ça touche aussi les 2000 familles derrière toi. Ok. Tu as un contrat que tu dois signer qui va faire la différence pour ton business à l'instant. C'est le jour d'anniversaire de ton enfant, ou c'est Noël, ou c'est le jour du récital de ton gamin à l'école. C'est le contrat ou le récital.
Tu vas au récital, tu perds le contrat, un concurrent gagne le contrat, tu perds du marché, tu vas ressentir les effets au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu pourrais fermer parce que c'est un exemple que je dramatise un peu, mais qui arrive bien souvent à un certain nombre d'entreprises qui sont à un certain niveau, qui arrivent à un certain nombre d'entreprises qui sont à un certain niveau, où parce qu'un seul marché fait la différence pour la suivi de l'entreprise. À partir de ce moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre 2 ans, 3 ans. Mais au bout de 5 ans, l'entreprise n'arrive juste plus à suivre parce qu'elle a raté le point pivot. Pourquoi? Papa devait être au récital. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas, l'enfant va être frustré, fâché, etc. Bravo. On va devoir virer 1000 employés. Donc 1000 familles vont se retrouver dans un problème. En tout cas, pour un moment donné. C'est-à-dire que, heureusement, ton enfant t'a eu au récital. Les enfants des 1000 familles, ben, ils vont devoir regarder leur père et se demander qu'est-ce qui s'est bien passé. Ou leur mère se demander qu'est-ce qui s'est bien passé. C'est les enjeux, ça. Ce qui fait que lorsque l'on parle d'équilibre, ne me parlez donc pas d'ambition. Lorsqu'on parle d'équilibre entre la vie personnelle et n'évoquez pas d'ambition. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'ambition et c'est l'un ou l'autre. Dans ce cas, c'est l'un ou l'autre. Parce que l'ambition va demander un don de soi. Parce que ce monsieur-là qui va aller signer ce contrat, ne pas assister au récital ou à l'anniversaire de son enfant, c'est pas parce qu'il n'en a pas envie. Peut-être qu'il n'en a pas envie, mais ça n'a pas d'importance. Le fait est que c'est pas forcément parce qu'il n'en a pas envie. Mais parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce dont on a envie. Et ce dont on a envie n'est pas toujours ce qui nous est bénéfique sur le long terme. Les gens vont privilégier au fait le gain sur le court terme. Oh, il est venu au restaurant, on est tout content. Et ne pas avoir de perception du long terme. Voilà pourquoi la plupart des gens n'ont pas l'ambition, en fait, justement, de grandes réalisations, parce qu'ils n'ont pas ils ne voient pas dans le temps. Ils ne voient pas dans le temps, ils ne voient que dans l'instant. Le gain de maintenant et puis c'est tout. Pour eux, en fait, c'est le seul gain qui a du sens pour eux. Ils ne voient pas plus loin qu'ici. C'est il y a trop. Ils ne voient plus loin qu'ici. Parce que dans cette mesure, ils ne pensent pas que c'est possible, quoi. C'est trop loin pour eux. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais c'est OK aussi parce que tout le monde ne peut pas avoir cette perception en fait des choses. Et c'est OK. Chacun a sa place, chacun joue son rôle, comme le dit l'autre. Ouais, je suis putain de riche, mais il faut bien que quelqu'un serve l'hamburger, quoi. Je veux que tout le monde s'en sorte. Mais bon, que veux-tu? Il faut bien que quelqu'un me vende le hamburger. Chacun doit être à une place donnée dans ce monde. Donc c'est OK. Y a pas de mauvaise réponse pour cette existence. Il n'y a pas un rôle qui soit un mauvais rôle. Tout rôle est utile à l'humanité. Et l'idée est quoi? Lorsque quelqu'un se veut ambitieux, qu'il oublie la notion d'équilibre. Il n'y a rien à équilibrer, il y a juste à foncer, il y a juste à conquérir. Je te parle de conquérir des royaumes, tu me parles de quoi? De faire quoi? De faire quoi? Ok, si j'ai rien à faire, si j'ai de quoi glander, j'ai du temps pour glander, il n'y a pas de souci. No suicide. Qui ne voudrait pas aller juste joyeux anniversaire? Qui ne voudrait pas? Quand on a que ça à faire. Mais lorsque tu as 2000 employés, tu as 5000 employés qui dépendent de toi, c'est le cadet de tes soucis. Il y a des enjeux plus sérieux qu'un gâteau. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est littéralement de ça qu'il s'agit. Et donc, je passe par cette occasion pour justement demander à ceux qui se sont souvent retrouvés à se prendre la tête à cause de leur père qui n'était pas présent pour le boulot, ce genre de trucs. Euh, Ramener vos balles à terre, quoi. Ramener vos balles à terre. Faut juste comprendre que les choses ne tournent pas forcément, ne tournent pas, le monde ne tourne pas autour de vous. Il y a des enjeux qui dépassent juste. C'est-à-dire qu'au finish, l'individu qui fait ce choix-là, ce n'est même plus
ou ce n'est même pas parce que, genre, mon ambition seulement. C'est parce que des gens, des humains, d'autres personnes, des familles dépendent de son ambition. C'est pour les autres au finish. C'est un don de soi. Parce qu'il donne de son temps, il donne de son énergie. Il sacrifie le temps qu'il aurait pu passer avec sa famille, l'énergie qu'il aurait pu transmettre à ses enfants. Pour avoir ce deal, ouais, sa seule satisfaction, c'est ouais, on l'a eu, wesh, etc. Mais devinez quoi? Le lendemain, c'est au boulot. Le lendemain, c'est ok, on a eu le deal, maintenant on doit performer. Donc ce n'est pas on l'a eu et puis c'est la fête, c'est la Java. C'est on l'a eu et ok, maintenant on doit performer. Encore plus qu'avant. Parce que c'est une opportunité qui nous est donnée et on doit confirmer. Point. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est dans le plaisir, qui le fait pour son plaisir uniquement. Non, il y a il y a de la satisfaction. Ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et puis le lendemain, on est au boulot. On est pauvre de nouveau et on travaille encore. Ah, on s'est fait des milliards aujourd'hui. Ok, le jour se lève. Ah, les milliards d'hier, c'est pour hier. Aujourd'hui, là, on s'est levé pauvre. On va créer les milliards d'aujourd'hui. C'est l'état d'esprit. Bien sûr, je parle de milliards, mais c'est pas ça. Il s'agira plus de créer de la valeur. Il s'agira de travailler, etc. Faire tourner la machine, en fait. Et donc, c'est littéralement de ça qu'il s'agira. Celui-là fait plus don de lui-même que l'enfant frustré. Enfin, l'enfant frustré ne fait pas don de lui-même, mais il va penser le monde tourne autour de lui. Et c'est en ce moment que les compagnes doivent pouvoir aider, si c'est le père qui est dans cette position, le père, en faisant comprendre à l'enfant, tu sais, chérie, euh, c'est justement parce que papa il va si loin, et il va si longtemps, que nous pouvons avoir ce style de vie-ci, que nous pouvons nous permettre ci, et que nous pouvons nous permettre cela. Il me manque, il te manque, mais voilà, ainsi va la vie. Et chacun apprendra à chérir le temps qu'il aura passé à... Voilà, écoutez, le truc c'est que les gens veulent tout avoir. Au point de parler d'équilibre. Parce qu'ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir, comme je l'ai dit au début, les deux bouteilles bien pleines. Oubliez. À une nuance près. À moins que vous définissiez un degré d'ambition qui vous permet d'avoir un degré d'équilibre aussi sur le plan personnel. C'est-à-dire que forcément, vous allez devoir euh, poser une limite euh, au type d'ambition et au degré d'ambition que vous allez avoir. Donc, au type de truc dans lequel vous allez vous retrouver impliqué. Ça, c'est des personnes qui ont juste refusé de faire des deals parce que, bon, ils veulent juste passer du temps avec leur famille. Quelqu'un d'autre n'a qu'à faire le deal. C'est pas un souci. Il a juste refusé de prendre le vol pour aller parce que, bon, il préfère passer du temps avec sa famille. Et c'est ok. De toute façon, encore heureux pour lui, cet individu est quelqu'un qui est dans une position où il n'a pas besoin d'argent. Il est déjà multimillionnaire. Donc, ce n'est plus une question d'argent pour lui. Ce n'est plus une question d'argent pour lui. Donc, il peut se permettre ok, là, il limite son ambition. Parce qu'en ce moment, conquérir le monde n'est pas ce qui le pousse à se lever. À ce niveau-là. Ce qui le poussait à se battre sûrement, c'est en avoir suffisamment pour être libre et en avoir suffisamment pour créer un certain degré de liberté pour sa famille. Et quand il l'a atteint, c'est ok pour lui. Le reste du temps, il l'accorde à sa famille. Donc, cela va dépendre de ça. Mais lorsqu'on va me parler d'ambition, je suis en train de faire tout ça parce que, voilà, je lis le mot ambition. Quand on va parler d'ambition, et qu'on va aller dans ambition, je suis désolé, ne me parlez pas d'équilibre, il n'y a rien à équilibrer. Et encore, dans ce que je viens de dire, on comprendra bien que celui qui a atteint un certain degré de liberté financière, etc., et qui dit non, je ne veux pas de ce deal, il a fait le choix. C'est-à-dire, sans que je ne l'évoque,
l'on comprendrait que il ne peut pas avoir, dans cette situation-là, les deux bouteilles pleines. La bouteille familiale est pleine. Et il a décidé, ok, non, je laisse aller la bouteille professionnelle. C'est bon, le deal, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais pas dire, je vais essayer d'aller rapidement et revenir. Non, il y a un choix. Et il faut faire des choix comme des adultes. Pas faire des choix d'adultes, mais il faut faire des choix comme des adultes. C'est tout. Bon, sur cette note, je vais vous dire bonsoir. Et on se retrouve pour un nouvel épisode.